Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine à l'émission, je vais avoir comme invité l'ancien receveur de passe des Alouettes de Montréal et ami du podcast, Danny Desrivaux va se joindre à moi. En compagnie de Danny, on va interviewer l'ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay, Anthony Auclair, qui va se joindre à nous afin de parler de cette première victoire que les Buccaneers ont décrochée jeudi soir dernier, mais également des actualités à travers la Ligue nationale de football. Et on va continuer l'émission avec Danny. On va faire un tour d'horizon de la dernière semaine d'activité au sein de la Ligue canadienne de football. Les Alouettes qui se sont inclinés à Regina au cours de la fin de semaine. Et bien sûr, on va faire une analyse de toutes les rencontres qui ont été présentées dans la NFL dimanche. Alors, le podcast Le Sac du Car commence à l'instant. Alors, Daniel, on a beaucoup de pain sur la planche, tous les matchs de la Ligue canadienne, mais on va commencer avec la NFL, puisqu'on a via Skype les rapprochés des Buccaneers de Tampa Bay, Anthony Auclair. Anthony, vous avez décroché une première victoire cette saison, jeudi soir, dans le domicile de vos rivaux de section, les Panthers de la Caroline. Dis-moi à quel point vous êtes soulagé, à quel point tu es heureux de cette première victoire cette saison. Moi, c'était la première victoire en Caroline en 3 ans, donc j'étais vraiment content. C'est une place qui est difficile à jouer, c'était ça et certain, mais on était vraiment contents. Puis, on pense qu'on aurait dû gagner la première semaine. Puis malheureusement, on a perdu. Donc ça a fait du bien de bounce back et de gagner sur la route. Oui, Anthony, en parlant de la défensive qui joue du très bon football présentement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais remarqué durant la saison morte ou durant le camp d'entraînement qui t'a laissé croire que vous auriez ces succès-là en défensive? C'est sûr qu'en jouant contre eux durant le camp d'entraînement, le camp de printemps, on a vu que c'était vraiment une meilleure défensive, je pense, que les dernières années. Les quatre sont tout le temps contestés en pratique. Il y a beaucoup de pression sur le corps arrière. Je pense que l'ensemble de la défensive fait beaucoup avec le cahier de jeu défensif de Todd Bowles, en fait. Donc, je pense que c'était vraiment cool pour nous. Là. Oui, absolument. L'unité défensive qui semble vraiment être améliorée cette saison. Malgré la victoire, moi j'ai été surpris par des commentaires de votre entraîneur-chef Bruce Arians. C'est un ailier rapproché, donc tu es dans la salle de réunion à tous les jours des ailiers rapprochés. Tu as eu des commentaires à l'endroit d'O.J. Howard et de Cam Brate. Je sais que vous êtes très solidaires au niveau de ton unité. Bruce Arians qui a dit qu'il voulait en avoir plus. De la part de Brate et également de O.J. Howard. Toi, comment tu as reçu cette critique, d'une certaine façon, de votre entraîneur-chef envers tes deux coéquipiers? En fait, je n'étais pas au courant de cette critique-là, mais c'est sûr que côté. Je pense qu'au sol, on a bien fait. Je pense que maintenant, c'est de découvrir un peu plus au niveau des tracés de passe. Je pense que c'est Cameron et OJ, qui ont le potentiel d'être des très bons éléments rapprochés dans cette ligue-là, même si ce n'est pas les meilleurs. Je pense je pense qu'on n'a aussi pas eu vraiment beaucoup d'opportunités de ce côté-là, mais je pense qu'ils peuvent aussi faire un meilleur travail de le découvrir au niveau des tracés de passe, c'est ça. Oui, Anthony, j'aimerais qu'on revienne à la fin du match contre les Panthers. J'aimerais que tu nous parles un peu de ta réaction sur la ligne de côté les quelques instants avant le fameux 4e et 1. Même, je pensais qu'il l'avait eu. C'était vraiment close, honnêtement. On était dans le huddle à la ligne de 1, nous, pour sortir de là. Finir la game avec des mi-temps. Je pensais qu'il l'avait eu. On regardait sur l'écran, puis Mike Evans, James s'ostinait pour savoir. Mike Evans disait qu'il l'avait eu, James disait qu'il l'avait pas eu, puis qu'on avait gagné. Fait que, les gars, il reste encore 3 jeux au moins, fait qu'on n'a pas gagné encore. Les gars s'ostinaient dans l'autre, puis on était comme. J'espérais qu'il ne l'ait pas eu, mais c'est ce qui est arrivé. Donc, pour une fois, je ne sais pas si vous avez vu en passant, les arbitres qui ont passé le ballon d'une verge au point, même sur le spot avant ça, c'est capoté que les enfants comme ça. Donc, moi, ça a tombé notre bord. Ouais, j'aimerais ça aussi avoir tes impressions sur le corps des Panthers dans cette situation-là. Ils sont allés en Wildcat, ils n'ont pas vraiment mis le ballon dans les mains de Cam Newton comme ils auraient sûrement fait dans le passé. Qu'est-ce que ça dit un peu sur la situation de Cam Newton avec les Panthers? Toi, tu as eu la chance de le voir dans les 3 dernières années, de où est-ce qu'il était à où est-ce qu'il est aujourd'hui. C'est quoi un peu tes impressions de tout ça?
Mais tu sais, le pire, c'est qu'en voyant qu'Hamilton s'approchait des O-line, puis c'était un corps de protection, peu importe, on le savait parce que c'est vraiment le but au Super Bowl. C'est quelque chose qu'on a fait à l'envers, tout. Donc, je le voyais c'est sûr, c'est un wildcat. Mais en fait, bon, s'il avait eu, ça aurait été le tour de l'année. C'est tout ce que je peux rassurer, mais en même temps, Cam est un énorme carrière. Je ne sais pas de faire un QB sneak. Je pense que la réalité, c'est qu'avec notre ligne défensive impressionnante, je pense que c'est ça qui aller avec des calls parce que je pense qu'ils ont eu peur de la pénétration de nos D-line en fait, on a eu tout le match. Ben, les choses changent rapidement du côté de la NFL. Bon, la semaine dernière, il y avait un peu de panique là, du côté des partisans des Buccaneers à la suite de votre défaite face aux 49ers de San Francisco. Là, vous avez gagné. Et non seulement ça, vos rivaux de section, les Saints de Nouvelle-Orléans, qui étaient pressentis comme étant champions de la section, mais là, ils ont subi un dur coup. Ils ont perdu les services du carrière Drew Brees. Brees, qui est blessé à un pouce, il devrait rater, on dit, au moins 6 semaines de jeu. Il va subir une intervention chirurgicale à son pouce droit. Alors, de votre côté, comment vous recevez cette nouvelle-là là, de savoir que Drew Brees et les Saints, qui sont l'équipe à battre au sein de la section, ben, ils vont être affaiblis là, pour au moins les 6 prochaines semaines? Ben, vraiment, c'est ça, c'est plate pour n'importe qui dans la ligue de voir un joueur comme Drew Brees manquer quelques semaines. C'est un Hall of Famer, c'est sûr et certain, c'est plate pour tout le monde, mais en même temps, je pense pas que les Saints sont en mauvaise main avec Teddy Bridgewater. Puis qui peuvent en envol, puis qui doivent tous autour de lui. Donc, je pense qu'ils vont toujours pas de mauvaises mains tout de même. Donc, ils vont quand même être capables d'être compétitifs, ça, c'est sûr. Oui, alors ça sera à surveiller. Écoute, il y a une autre carrière qui est tombée au combat. Il s'agit de Ben Roethlisberger, des Steelers de Pittsburgh. Bon, naturellement, les Steelers sont du côté de l'association américaine. Vous jouez du côté de la nationale. Mais tout de même, quelles sont tes impressions là, à la suite de cette nouvelle que la saison de Roethlisberger est terminée en raison d'une blessure au coude droit? Ah, c'est sûr, c'est plat, mais en plus, les Steelers, je pense qu'ils ont mal commencé leur saison. C'est des faits, si je ne me trompe pas. Ça va être difficile, je pense, pour eux de revenir. C'est qui leur carrière, en fait? C'est pas encore ça? Mason Rudolph. Mason Rudolph, ouais, carrière de deuxième année de l'Oklahoma State. Ouais. OK. Il a pas mal fait hier ce qui s'est amené dans le match, mais bon, pas beaucoup d'expérience. Puis en plus, ils sont privés des services d'Antonio Brown, de James Conner qui s'est blessé. On devrait en savoir un peu plus sur son état de santé au cours des prochaines heures. C'est ça, c'est difficile aussi avec toute la pression qu'eux ont. Je pense qu'ils ont beaucoup de pression médiatique qui explique qu'ils n'ont pas les Steelers d'avant, qu'ils n'ont pas autant de succès qu'avant, peu importe. Donc, je pense que pour eux, ça va être de remonter ce défi-là, de prouver que tout le monde a tort, en fait. Oui, puis bon, du côté du football universitaire canadien, tu es un ancien du Rouge et Or de l'Université Laval. Et là, il y a ton frère, ton petit frère Adam, qui est un porte-couleur également du Rouge et Or. Et son nom se retrouve parmi la liste des 20 meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la Ligue canadienne de football. Alors, ton frère Adam qui joue en position de secondaire de ligne. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant ton petit frère? Je peux vous dire que j'étais content pour lui. C'est sûr que j'ai dit, mais c'est sûr que ça ne veut rien dire. Pour nous, on essaie de se concentrer sur la saison qui joue en ce moment. C'est sûr que c'est comme ça, c'est important. Parce que si tu penses trop à ça autour de toi, je pense que tu vas être affecté par ça, en fait. Donc, je pense que pour lui, ça va être important de juste se concentrer sur ce qui se passe autour de lui et de ce qui se passe pour la saison. Ouais, vous jouez les Giants le prochain match. Parle-nous un peu de la préparation pour le match qui s'en vient. En fait, là, il y avait des journées de repos, donc on ne sait pas comment faire vraiment à se préparer pour eux, mais dès demain, on a une journée de plus que d'habitude, à cause de ce que j'ai vu. Dès demain, on va commencer à se préparer, regarder le film, puis on va commencer à se préparer, c'est ça. Bon, ben parfait, Anthony. Écoute, merci de t'être joint à nous. On va te souhaiter de profiter là, de ta dernière journée de repos avant de retourner au travail. Puis bien sûr, on va regarder à la rencontre de la semaine prochaine face aux Giants de New York. Yes, parfait. Merci les boys. Bonne fin de journée. Merci, Anthony. À vous aussi.
Alors, avant de continuer notre analyse de la deuxième semaine d'activité du côté de la NFL, bien, on va se diriger vers la Ligue canadienne de football. Les Alouettes qui étaient en action samedi dernier, ça se passait à Regina, en Saskatchewan. Les Alouettes se sont présentés au Mosaic Stadium avec une séquence de 3 victoires. Malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de porter cette séquence victorieuse à 4. Ils se sont inclinés par la marque de 27-25. Ça a été un match serré. On s'attendait à ce que la rencontre allait être serrée. Ben oui, comme ça avait été le cas le 9 août à Montréal. Toutefois, cette fois-ci, on a joué les 4 quarts. Il n'y a pas eu d'éclair. Il n'y a pas eu, le match n'a pas été interrompu en raison de la température. Mais bon, quelles sont là, tes premières impressions de cette défaite des Alouettes? Ils se sont bien battus. J'ai le sentiment d'avoir le sentiment d'opportunité ratée un peu pour les Alouettes. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour se donner une chance de remporter ce match-là. Puis avec ce qui s'est passé dans les autres matchs dans la Ligue canadienne cette semaine-là, bien, on sent qu'il y aurait eu l'opportunité avec une victoire être 2 points en arrière de Hamilton avec un match en main pour le fameux poste convoité là, de premier rang dans l'Est. Donc, définitivement, une opportunité ratée. Ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs à des moments un peu clés. Puis ils ont été bons par séquence. À la fin de la deuxième demi, ils donnent 10 points. En quatrième quart, ils donnent des points. Puis des fois, ils en donnent un peu trop qui ne leur donnent pas la chance d'être capable de rattraper le tout. Oui, tu as mentionné les opportunités ratées. Écoute, 3 fois, on s'est présenté profondément dans le territoire des Riders en première demi et on a été incapable d'inscrire des touchés. On a dû se contenter de placements. Boris Bédé les a tous réussis. Ça, c'est un point positif. Mais le point négatif, naturellement, on veut toujours marquer des touchés lorsqu'on se présente profondément dans le territoire de l'équipe adverse. Mais toutefois, Vernon Adams a été imprécis. On avait des opportunités, notamment, c'était Devere Posey qui s'était libéré. Il était couvert par Salomon Elimimian. Et puis la passe de Vernon était derrière lui. Lorsqu'on regarde ses statistiques, là, plus de 300 verges par la passe. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Vernon a laissé plusieurs jeux sur le terrain là, au cours de la rencontre. Puis ça semble être la chose qui a un peu de la misère à améliorer. C'est pas la première fois dans un match qu'on voit qu'il y a des problèmes un peu de précision, puis des problèmes de précision qui coûtent des opportunités de points ou de premier essai à l'unité offensive des Alouettes. Donc, pour moi, c'est la chose qui va empêcher quelqu'un comme Vernon Adams de devenir un carrière de premier plan dans la Ligue canadienne. Tant qu'il n'est pas capable de corriger cette facette-là de son jeu, ça va lui coûter des opportunités, ça va coûter des opportunités à son offensive. Donc, c'est définitivement quelque chose que je suis sûr, puis il les réalise lui-même, j'en suis certain quand il visionne la vidéo le lendemain, qui doit être meilleur dans ces situations-là. Puis souvent, c'est des lancers courts aussi, là, donc c'est vraiment une question technique. C'est pas quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, c'est pas quelque chose qu'il fait qu'il a fait plusieurs fois dans sa carrière, mais c'est juste capable de le faire au moment opportun quand c'est nécessaire, puis pas laisser tomber des opportunités là, sur le terrain. Donc, opportunité ratée près de la zone début. Puis, qu'est-ce que tu as pensé de l'utilisation de Chris Matthews? Il jouait son premier match dans l'uniforme des Alouettes. C'est un gros bonhomme, une grosse cible. Bon, il a réussi une réception bonne pour 42 verges. Mais près de la zone début, à 6 pieds 5, 230 livres, moi, j'aurais aimé voir Matthews sur le terrain, justement. Qu'est-ce que tu as pensé de son utilisation? Oui, tu sais, je le vois un peu des deux côtés. Tu sais, des fois, c'est difficile d'incorporer un receveur à cause de la familiarité avec le système, la chimie avec le carrière, la cohésion avec le groupe de receveurs qui est déjà existant. Mais comme tu le décris là, dans la session de zone début, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça devient une isolation, tu sautes, tu l'attrapes. Donc, il y aurait certainement eu moyen. Puis, considérant, comme tu le décrivais, là, les placements qui ont été faits en début de match, 32 verges, 18 verges, 29 verges, on était vraiment proche. On était à la ligne de 20 autour du 25. Donc, c'est très facile d'isoler un receveur de 6 pieds 5 puis lancer le match dans le fond de la zone profonde. En plus, ils l'ont fait à l'entraînement durant la semaine. On a utilisé Matthews près de la zone des buts. Puis là, je me disais, ça y est, on va le faire durant la rencontre. Puis on ne l'a pas fait. Alors peut-être que là, ça sera quelque chose à réviser pour la prochaine rencontre. Effectivement. Puis je ne sais pas tes impressions par rapport à la fin du match, après le placement réussi. D'y aller avec l'unité de return, contrairement à prendre le ballon au 35. Ils ont décidé d'aller avec l'unité de retour. Ça a coûté des secondes. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette décision-là à ce moment-là dans le match? Oui, non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais pris le ballon au 35, justement, en question de sauver du temps du côté des Alouettes. Mais écoute, la fin de la rencontre, c'est qu'il s'est passé tellement de choses à partir de la passe échappée de Cranberry. Ah, oui. On n'a pas parlé encore de Cranberry. Écoute, ça fait longtemps que j'ai vu un joueur, peu importe la position, connaître un match aussi difficile. Cafouillage à 2 reprises au niveau des retours de beauté dégagement. Ça passe échappée, ça fait boule de neige. Ah oui. L'échapper une passe qui, potentiellement, ça aurait pu être une passe de toucher. Ah oui.
Et ensuite de ça, bon, la mauvaise remise de Martin Bédard. Martin qui était blessé. Alors, ça explique sa mauvaise remise, lui qui habituellement est automatique au niveau des longues remises. Et ensuite de ça, bon, avant ça, il y a eu un sac du quart, la mauvaise remise. Les Riders qui prennent possession du ballon, qui inscrivent un touché. Donc, tout ça, ça fait boule de neige, cette séquence-là, du côté des Alouettes. Tout à fait. Une grosse erreur à un moment clé. Et puis, évidemment, je pense que 4 ou 5 jeux plus tard, c'était un touché de l'autre côté de Saskatchewan. Mais, tu sais, la bonne chose dans tout ça, puis les Alouettes nous ont montré ça depuis le début de la saison, ça les a remis de l'arrière 24-18, mais ils ont su trouver moyen de trouver une série offensive clé pour aller reprendre les défenses, mais les devants, puis malheureusement, incapable de maintenir cette avance-là avec Steinbach, qui a été pas tant utilisé la semaine dernière par rapport à sa production. Peut-être une meilleure utilisation de Steinbach a pu faire en sorte qu'on est capable de maintenir cette avance-là, puis de gruger plus de temps au cadran, puis pas donner une opportunité à Saskatchewan de revenir dans le match. Mais somme toute, les Alouettes doivent trouver le moyen de mieux commencer les matchs pour ne pas se mettre dans cette situation-là, puis de profiter des opportunités qu'ils ont quand c'est de battre une bonne équipe qui est Saskatchewan. Oui, absolument. Écoute, bon, Cromberry, on sait c'est un match à oublier pour lui. Je ne sais pas au cours de ta carrière si tu as connu un match aussi difficile, aussi pénible qu'il a eu. Malheureusement, oui. Ouais. Comment tu as fait justement pour t'en remettre, pour mettre ça derrière toi? Ben, c'est très difficile, mais c'est un exercice. Puis moi, je pense que la chose qui m'avait le mieux aidé dans ce genre de match-là, c'était vraiment le support de mes coéquipiers. Des gens qui te connaissent depuis le début de la saison, qui te connaissent depuis plusieurs saisons, qui savent de quoi tu es capable, puis qui savent que c'était comme on dit, un out-of-body experience. Ouais, tu n'étais pas toi-même cette journée-là, puis tu n'as pas été capable de redevenir toi-même, puis ça peut-être coûté des opportunités à ton équipe. Donc, les gens qui te supportent, puis ils disaient, on comprend, tout le monde a une mauvaise journée au bureau, puis une mauvaise journée au travail, puis on sait que tu es toujours un bon joueur, puis que tu vas avoir d'autres opportunités de te remettre en valeur, puis de refaire qu'est-ce que tu es capable de faire. Puis j'espère pour un Cromberry qu'il va pouvoir bénéficier de ça dans le vestiaire, parce que c'est quand même un bon joueur, c'est quand même un joueur explosif, puis c'est quand même pour moi un joueur qui est très important dans les succès offensifs de l'attaque. Donc en espérant que ce moment-là n'affecte pas le restant de sa saison. Oui, puis on rappelle, les Alouettes sont privés des services de Shakir Ryan, qui a été placé sur la liste des blessés de 6 matchs en raison d'une élongation musculaire aux ischio-jambiers. Donc on va avoir besoin de Bray au niveau des retours de beauté. Un receveur qui a connu toutefois un fort match, il s'agit de Eugene Lewis. Eugene Lewis qui, bon, sa marque de commerce, c'est de réussir les attrapés contestés, mais vraiment, il y a une chimie, ça, il n'y a aucun doute, avec Vernon Adams. Mais qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Il a vraiment connu un gros match là, pour les Alouettes. J'ai l'impression que Eugene Lewis est à sa place dans sa position sur le terrain, receveur éloigné du côté court du terrain. Puis ça semble être le fit parfait par rapport à sa position sur le terrain, le système de jeu, la cohésion avec Vernon Adams. Puis il prend du momentum, il prend de la confiance. Puis il y a même des moments où est-ce que son touché là. Je ne suis pas certain que par design, c'était désigné que c'était une passe profonde. Il avait même ralenti un peu son tracé. Vernon Adams a fait confiance à lancer le ballon dans sa direction. Puis, il était capable de, par sa concentration, faire un jeu important pour les Alouettes. Donc, il semble être un jeune receveur qui est, faut pas l'oublier, là, qui est quand même un jeune receveur là, qui est, je pense, à 3e année ou 4e année, sorti des rangs universitaires. Donc, il commence à être confortable dans son rôle, puis prendre du momentum, puis là, maintenant, il peut juste laisser son talent parler, puis c'est beau avoir un receveur comme ça qui est confortable et qui performe. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'unité défensive? Bien, ça a été assez bon pour gagner, mais par moment, on sent des faiblesses. Puis j'ai l'impression que la fin du match contre Saskatchewan m'a beaucoup fait penser à la fin du match contre Ottawa, où est-ce qu'on devait défendre quand même de loin, puis empêcher une équipe de faire un placement. Puis on a encore une fois, cette semaine-là, pas vu les choses nécessaires pour empêcher une équipe de centre, que ce soit la pression. Puis c'est comme s'ils défendaient un toucher à la place de défendre un placement. Puis ils ont été incapables ils partaient quand même du 25, là, c'était pas concédé. Puis ils ont concédé trop de verges. Les 2 dernières semaines, un peu de misère du côté de la course au sol, donner des facilités. Là, on a laissé Rutley faire beaucoup de verges, on a laissé Powell faire beaucoup de verges au sol, puis ça facilite beaucoup les choses pour les carrières. Donc, amélioré par rapport aux 2 dernières semaines, mais encore des choses à travailler, là, surtout en situation plus du situationnel là, que de performance générale. Oui, tu as parlé, Rutley qui avait connu un bon match. Powell également demi à l'attaque des Rough Riders face à la défense des Alouettes. Ça ne sera pas plus facile cette semaine parce que là, Andrew Harris,
s'en vient à Montréal avec les Blue Bombers. Harris qui va avoir les jambes fraîches. Tout à fait. Puisqu'il a raté les 2 derniers matchs en raison d'une suspension après qu'il ait échoué à un test antidopage. Alors, je ne sais pas s'il a arrêté de prendre qu'est-ce qu'il prenait, mais il va avoir les jambes fraîches. Alors, on va devoir être prêt. Là. Et en plus de ça, c'est qu'on a 2 menaces dans le champ arrière du côté des Bombers. Il y a Andrew Harris, mais également Chris Straveller, qui est pratiquement comme un porteur de ballon lui-même. On se souvient, l'année passée, qu'est-ce qui est arrivé lorsque Straveller et les Bombers se sont amenés à Montréal? Ça avait inscrit 56 points. Regarde, une chose est certaine, les Bombers n'ont pas marqué encore une fois 56 points au stade Percival Molson. C'est une équipe améliorée, une édition améliorée du côté des Alouettes. Mais qu'est-ce que tu penses justement de cette double menace dans le champ arrière des Bombers qui s'amène? Puis les Bombers sont une équipe complète. On a une bonne défense et on excelle également au niveau des unités spéciales. Tout à fait. Considérant comment les Alouettes jouent contre la course, le jeu au sol, c'est certainement matière à inquiétude avec le Winnipeg qui s'en vient en ville, mais j'ai l'impression que Winnipeg est quand même unidimensionnel de ce côté-là. Ouais. Shriver n'a pas encore montré à quel point il est capable de battre une équipe avec son bras. Donc, si Cole Slowick et l'unité défensive sont capables de se concentrer sur faut maîtriser la ligne de mêlée, il faut contrôler le jeu au sol, puis il faut forcer la carrière de Winnipeg à nous battre par son bras. Je pense qu'on peut se mettre dans des situations où est-ce que le match pourrait aller en notre faveur. Mais d'après moi, la défensive va être capable d'en faire assez pour donner une chance aux Alouettes de gagner, mais c'est vraiment l'attaque. J'aimerais ça voir l'attaque partir rapidement puis donner une performance solide là, pour faire en sorte qu'eux y ajoutent à la combinaison. Là, et pas juste dépendre de la défensive. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a entendu. Carey Jones a répété à plusieurs reprises depuis le début de la saison, souhaitait des bons débuts de rencontre du côté de l'attaque. Puis là, on a presque été en mesure de livrer la marchandise, mais encore une fois, on n'a pas terminé les séquences avec des touchés. Si une de ces 3 séquences-là qui s'est terminée avec un placement, si juste une s'était terminée avec un touché, les Alouettes auraient quitté Regina avec une victoire fort probablement. Alors, on verra. Les Alouettes qui seront de retour à l'entraînement mardi. On verra également si Jeremiah Johnson sera de retour à l'entraînement, lui qui a raté le dernier match en raison d'une commotion cérébrale. Donc, ailleurs dans la Ligue canadienne, il y avait seulement 2 autres rencontres présentées lors de la dernière semaine. Les Lions de la Colombie-Britannique ont défait le Rouge et Noir d'Ottawa par la marque de 29-5. Écoute, c'est simple, hein, ça se poursuit là, pour Ottawa, cette descente aux enfers. Si bien que maintenant, les Argos sont seulement à 2 points là, d'Ottawa. Donc, le Rouge et Noir doit regarder derrière lui. Qu'est-ce que tu penses de cette saison du côté d'Ottawa? Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est tout simplement dû au fait qu'on a laissé partir des joueurs? Parce que les entraîneurs ne semblent pas mettre les joueurs qui sont là présentement dans une situation gagnante. C'est sûr qu'il souffre beaucoup de la perte de Trevor Harris, d'après moi. L'importance pour ce système-là, puis cette équipe-là, de la stabilité au poste de carrière, quelqu'un sur qui tu peux compter à chaque semaine, quelqu'un qui va faire des jeux pour ton unité, puis le momentum que ça crée pour le restant des autres unités. Ils ont certainement perdu ça, puis ils pensaient l'avoir trouvé avec les carrières dans l'alignement présentement, mais ça semble pas être le cas. Si c'est pas de Deadman contre Montréal, ça c'est un retourneur de beauté. Peut-être un match qui ne gagne pas non plus contre Montréal. Donc, une équipe qui semble se chercher un peu. Puis, j'ai l'impression que c'est un staff d'entraîneurs qui essaie de trouver des solutions avec les morceaux en place, puis sont juste incapables de trouver la bonne combinaison, les bons jeux pour les bons joueurs. Et c'est dur à voir. Puis, je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, là, mais à quel point est-ce que ça met en péril le staff d'entraîneurs de cette unité-là, qui était à la Coupe Grey il n'y a pas trop longtemps, puis peut-être à cause de leur décision. L'année dernière, on s'était incliné lors du match à Coupe Grey. À cause de leurs décisions puis leur incapacité de faire avec est-ce que ça fait en sorte que peut-être qu'ils seront en péril? Écoute, il reste encore beaucoup de football, mais il faut redresser la barque là, du côté d'Ottawa parce qu'on n'aura pas le choix d'amener des changements. Surtout si écoute, l'équipe n'est même pas compétitive, Danny. On n'est pas capable d'inscrire de toucher. On a beaucoup d'ennuis. On s'est fait éclater à domicile par les Argonauts, 46-17 l'autre fois. Là, on perd face aux Lions, qui sont l'autre pire formation de la Ligue canadienne de football. Je sais que les Argos et les Lions jouent mieux depuis environ un mois, mais quand même, ça, c'est tout à fait inacceptable. Donc, si ça continue comme ça, je pense qu'on n'aura pas le choix là, d'amener des changements, parce que tu ne peux pas ramener tout le monde, le groupe d'entraîneurs. Si on ne gagne pas un autre match d'ici à la fin de la saison, parce que c'est long, là. La saison régulière va se terminer au début du mois de novembre. On est juste à la mi-septembre. Donc, non, ça va être à surveiller du côté d'Ottawa. Et chez les Lions, eh bien, pour la première fois cette saison, on n'a accordé aucun sac du quart. Alors, je ne sais pas si ça en dit long sur la ligne à l'attaque des Lions qui s'est améliorée soudainement, ou plutôt
sur la défense du Rouge et Noir d'Ottawa. Même en défense, ça va pas bien. Au début de l'année, on blâmait l'attaque, mais même l'unité défensive ne fait pas de travail à Ottawa. Maintenant, bon, dans la dernière rencontre qui était présentée, les Stampeders de Calgary ont défait les Tiger Cats de Hamilton, les Stamps qui ont dû revenir derrière afin de l'emporter par la marque de 19-18. Ce que j'ai retenu de la rencontre, c'est encore une fois une autre excellente performance du demi de coin des Stamps, Trey Robertson. Il a réussi sa 7e interception de la saison. Je ne sais pas si tu as vu la tentative de placement qu'il a bloqué. Je pense que c'est le premier joueur que j'ai vu avec un vertical jump, un saut vertical de 60 pouces. C'est incroyable comment il était haut dans les airs. Je l'ai tellement vu haut que je sais qu'il y a une stratégie qui est rendue illégale maintenant, qui est d'utiliser un joueur de la ligne défensive pour se pousser vers le haut. Je me demande s'il n'a pas fait ça, sérieusement. Moi, je n'ai pas été capable de le voir ou le confirmer, mais que ça n'a pas été appelé. Je dois penser que c'est pas arrivé, mais bien timé son saut, peut-être le botter un peu plus bas, mais un jeu incroyable d'un athlète incroyable au moment opportun là, de bloquer un botté de placement comme ça là, pour permettre à son unité de gagner un match. Là, mais c'est tout un athlète. Là, puis, je sais pas si tu as vu l'interception, là, mais clairement un demi-défensif qui est bon à pâter le quart arrière, à penser que le receveur derrière lui est ouvert, puis une fois que le quart arrière lance le bal, il rattrape l'espace puis fait un jeu avec ses mains au plus haut point comme un receveur est capable de le faire. Donc, un athlète très intelligent, très capable, qui est très maître de son art là, de comment faire en sorte que le quart arrière lui lance le ballon dans les mains. Ouais, avec une victoire, les Tiger Cats se seraient assurés d'une place en éliminatoire étant donné qu'Ottawa a perdu. Alors, ça va être partie remise pour les Tiger Cats. Excellente performance à part du receveur de passe des Stampeders, Eric Rogers, qui a réussi 8 réceptions bonnes pour 129 verges. Et il a également inscrit un touché. Alors ça fait le tour pour la dernière semaine d'activité du côté de la Ligue canadienne de football. On va maintenant y aller du côté de la NFL, parce que, bon, comme vous le savez, il y avait plusieurs matchs au calendrier. On en a parlé un peu avec Anthony. On va commencer avec le duel que bien des gens avaient hâte de voir. Hein. C'était une reprise de la finale de l'Association nationale de l'hiver dernier. Les Rams de Los Angeles qui affrontaient les Saints de la Nouvelle-Orléans. Finalement, ça a été une victoire des Rams par la marque de 27-9. Ce qu'on retient, c'est bien sûr Drew Brees. Drew Brees n'a pas été en mesure de terminer la rencontre en raison du blessure à un pouce. Et là, aujourd'hui, on a appris qu'il va être opéré, qu'il sera absent pendant au moins 6 semaines, on dit. Alors, écoute, est-ce que tu crois qu'on sera en mesure, justement, de tenir le fort durant l'absence de Drew Brees? C'est difficile à penser, puis c'est difficile à penser que oui, on sait que quand tu perds une carrière comme un Drew Brees, c'est pas facile parce que quand tu perds pas juste un athlète qui lance le ballon, tu perds tout le contenu, l'expérience, les heures de vidéo, les défensives qu'il a été capable de voir, sa présence dans le caucus, dans les fins de match, les remontées. C'est tout ça que tu perds. Donc moi, je ne sais pas de ton impression à toi, là, mais ça serait la question, ça serait est-ce qu'on pense que Teddy Bridgewater va être capable de maintenir la cadence puis d'offrir une performance assez haute pour permettre aux Saints de maintenir une cadence adéquate? Oui, ça c'est une bonne question parce que de ce qu'on a vu de Bridgewater lorsqu'il s'est amené dans le match, ça n'a pas été convaincant. Là. Il semblait rouillé. Bon, il n'avait pas joué depuis les matchs préparatoires. Il avait bien fait d'ailleurs lors des rencontres préparatoires. Donc, je vais lui donner le bénéfice du doute avec une semaine à l'entraînement où est-ce qu'il va obtenir toutes les répétitions. Alors, on va voir quel genre de performance il va offrir la semaine prochaine. Mais on a également une autre option. On a Taysom Hill. Tout à fait. Taysom Hill, l'homme à tout faire. Là. Tout à fait. Il joue en position de retourneur, le porteur de ballon, retourneur, receveur, quart arrière. Mais il était essentiellement un quart arrière à l'université BYU, Taysom Hill. Puis lui aussi, il a bien fait lors des matchs préparatoires lorsqu'il a joué à la position de quart arrière. Alors, moi, j'ai hâte de voir à quel point on va être patient avec Bridgewater s'il continue d'offrir des performances comme il a fait lorsqu'il s'est amené en relève, parce que ça n'a vraiment pas été convaincant. Et en plus de ça, le calendrier des Saints, c'est pas facile. On va affronter les Seahawks de Seattle et la semaine suivante, les Cowboys de Dallas qui jouent de l'excellent football. Alors que du côté des Rams, bon, on a fait des jeux, Cooper Kupp a connu un bon match, mais on a eu l'aide des arbitres encore une fois. Ça, c'est assez incroyable. Les Saints, lors de leurs 3 derniers matchs, finalement, le match éliminatoire, le match du lundi soir contre les Texans et dimanche après-midi qui sont faits avoir par des arbitres. Oui, on peut sentir leur frustration, de sentir qu'encore une fois, ils sont du mauvais côté d'une appellation de l'arbitre. Puis,
sais, souvent, là, tu vois des choses qui sont dans la zone grise, puis tu peux voir pourquoi il y a eu un doute dans les yeux de l'arbitre, mais c'est plate à dire, là, mais dans les dernières situations, on dirait que c'est vraiment évident, noir sur blanc. Des situations où est-ce que... Celle de dimanche, Jared Goff, Ben oui. qui, il me semble clairement, il a été victime d'un échappé qui a été recouvré par Cameron Jordan, qui l'a retourné jusque dans la zone des buts, mais les arbitres, eux, ils ont jugé que c'était une passe incomplète. Puis au pire des cas dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on voit presque partout, c'est qu'on laisse le jeu aller, puis après ça, on révise, puis on évalue s'il y a vraiment... mais jamais l'arbitre va... Absolument, maintenant, où est-ce qu'on est rendu avec les reprises vidéo, il enseigne aux arbitres de retenir leur sifflet s'il y a moindrement le doute. Vous allez pouvoir bénéficier de la reprise vidéo pour vous assurer de ce que vous voyez. Donc, il n'y a pas raison à être vite avec le sifflet pour arrêter le jeu, parce qu'une fois que tu siffles, mais ça arrête tout, puis c'est capital là, comme erreur. Là. Donc, très dommage de le voir, puis avec la perte de Drew Brees, là, ça doit ajouter à leur frustration là, après un match comme ça là, contre un adversaire comme les Rams. Oui, en tout cas, c'est une belle opportunité pour Teddy Bridgewater. Écoute, un peu comme à la Nick Foles qui avait remplacé Carson Wentz, s'il peut bien faire durant l'absence de Drew Brees, après ça, il va peut-être être en mesure de monnayer tout ça l'année prochaine lorsqu'il va devenir joueur autonome. En tout cas, ça sera à surveiller. Maintenant, à Pittsburgh, les Steelers, eux, se sont inclinés par la marque de 28-26 face aux Seahawks de Seattle. Et encore une fois, il y a une autre carrière étoile qui est tombée au combat. Ben Roethlisberger a subi une blessure au coude droit et aujourd'hui, on a appris que sa saison était terminée. Il va devoir être opéré. Et puis, dès qu'il s'est blessé, là, on craignait le pire parce qu'il a subi une blessure qu'on voit souvent au baseball. Exactement. Sans contact, il a décoché une passe et puis immédiatement, il a tenu son bras droit. Puis là, on apprend que sa saison est terminée. Oui, situation très inquiétante. C'est sûr que Ben Roethlisberger est un joueur très important pour les Steelers. Puis, dans les succès offensifs des Steelers, il faut que Ben fasse partie de l'équation, puis surtout considérant tout ce qui s'est passé dans les dernières années avec les morceaux importants qu'ils ont perdus. Donc, il faisait partie de la solution. Mason Rudolph a quand même bien performé dans les circonstances, mais de perdre un Ben Roethlisberger, c'est très dommage à avoir. Puis, c'est aussi les implications contractuelles. Il est dû beaucoup d'argent dans les prochaines années, donc il va sûrement avoir des implications sur le cap salarial si jamais il n'est pas capable de revenir l'année prochaine à un certain moment. Donc, c'est de l'argent vers Ben Roethlisberger qui ne pourra pas être utilisé pour trouver une solution de remplacement ou payer d'autres joueurs s'il a besoin. Donc, ça va rendre les choses très difficiles après un départ de 0 victoire, 2 défaites là, pour Pittsburgh là, de se relancer. Là. Ben, c'est ça, parce que là, on pourrait être 0-3 là, du côté des Steelers. Bien sûr, si on perd la semaine prochaine, mais la saison des Steelers est en train de tourner au cauchemar rapidement. Là. OK, James Conner n'a pas été capable de terminer la rencontre en raison d'une blessure à un genou. On n'a pas encore une mise à jour sur son état de santé. Mais bon, il n'a pas été capable de finir le match. Mais écoute, on s'en était parlé avant le début de la saison. On croyait que les Steelers allaient être une équipe améliorée sans distraction cette année, sans Antonio Brown, sans Le'Veon Bell qui se plaint qu'il veut avoir un nouveau contrat. Mais là, ça va vraiment pas bien, Danny. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir redresser la barque là, sans Ben Roethlisberger? Moi, je déclare que la saison des Steelers est terminée. Là. Je vois pas comment on va pouvoir participer aux éliminatoires. Sans dire qu'elle est terminée, parce que c'est encore tôt, mais moi, je parierais pas sur des succès très profonds en série pour les Steelers. On voit Juju Smith, 0 touchdown depuis le début de la saison. Maintenant, c'est la cible numéro 1. Puis je pense qu'il est en train de vivre qu'est-ce que c'est d'être une cible numéro 1 avec la tension qui vient avec être la cible numéro 1, le point focus des défensives adverses d'empêcher Antonio Brown pour alléger sa charge de travail. C'est très différent. Même Conner qui ne performait pas super bien, je pense qu'il y avait 55 verges en 2 matchs, qui est très bas. Là. Donc, sans ces éléments-là qui performent à un haut niveau avec Mason Rudolph, la défensive avec ces éléments, ça ne sera pas assez là, pour être capable de... même la défense, bon, on sait que c'est arrivé à la Nouvelle-Angleterre. Ils sont fait tailler en pièces. Oui. Là, on a quand même accordé, encore une fois, 435 verges aux Seahawks de Seattle. 300 verges par la passe et 3 passes de toucher pour Russell Wilson. Donc, on peut même pas dire, OK, on va essayer de gagner des matchs à bas pointage. Parce que même l'unité défensive ne tient pas le fort. Puis bon, on parlait d'Antonio Brown, un des joueurs qu'on croyait qu'il allait donner un coup de main à Juju Smith-Schuster. C'est Dante Moncrief, l'ancien des Jaguars de Jacksonville, des Colts d'Indianapolis. Puis là, tu soupires juste quand tu mentionnes son nom. Il a déjà échappé 5 passes. 5 passes échappées en 2 matchs, dont une qu'il a échappée. Ça lui a passé directement entre les mains face aux Seahawks. Et puis, la passe a été interceptée finalement. Je pense qu'il faudrait tirer la plug là, sur Dante Moncrief. Ça fonctionne juste pas. Oui, mais malheureusement, ils vont avoir besoin de lui. Ils vont avoir besoin de support offensif. Puis
c'est peut-être un receveur comme lui qui devrait bénéficier du fait qu'il y a beaucoup d'attention sur un gars comme Juju Smith-Schuster là, qui fait en sorte qu'il ne peut pas produire de la sorte. Donc, certainement, le receveur, il y a un receveur numéro 2 qui va devoir step up et performer pour donner une lueur d'espoir là, aux Steelers qu'ils vont être capables de mieux performer. Alors, les Steelers qui ont un dossier d'aucune victoire et 2 défaites pour la deuxième fois seulement en 12 ans sous Mike Tomlin. Alors, Tomlin qui a beaucoup de pain sur la planche. Pas de Roethlisberger, bien sûr. Bon, plus d'Antonio Brown et plus de Le'Veon Bell. Mais là, c'est Mason Rudolph qui sera de carrière partant pour le restant de la saison du côté des Steelers. Ça, c'est vraiment tout à fait incroyable. Dimanche soir, à Atlanta, les Falcons recevaient les Eagles. Les Falcons ont gagné par la marque de 24-20. Je ne sais pas ce qui s'est passé de cette rencontre-là. Moi, j'ai trouvé que ça a été un match bizarre. Du début à la fin, le rythme de la rencontre. Matt Ryan, victime d'interception. Ouais. Finalement, il se met en marche. Wentz, ça n'allait pas bien au début. Il a été blessé. Il a quitté momentanément la rencontre. Il a été en mesure de faire des jeux, même des jeux spectaculaires, décocher une passe presque en étant à genoux. Puis finalement, au compte, les Eagles se sont inclinés, eux qui étaient favoris. Ce que j'ai retenu, j'ai retenu premièrement que le coordinateur de la défense des Eagles, Jim Schwartz, est vraiment téméraire. OK? Parce qu'à la fin de la rencontre, d'y aller de blitz, cover zero, puis de laisser Julio Jones seul à seul, 1 contre 1. Écoute, on vit avec le blitz et on meurt avec le blitz. Oui. C'est ce qu'on dit. Ben là, on est décédé. Là, on est mort avec le blitz. Ouais, puis pour ajouter à sa témérité, c'est correct d'être agressif puis d'envoyer des blitz puis des couvertures zéro, mais tu peux pas penser qu'un Matt Ryan va pas être capable de réagir avec le fait que tu l'identifies aussitôt. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as vu Ryan a changé le jeu à la ligne d'engagement. Absolument. Donc, tu sais, c'est un peu à sa faute, d'après moi, là, de penser que Matt Ryan ne s'ajusterait pas puis il n'y aurait pas une solution pour ça, pour se mettre dans une situation. Puis, tu sais, d'isoler des receveurs sans demi de sûreté. Puis il l'a fait tout au long de la rencontre, puis il est chanceux. Puis il aurait dû apprendre combien de fois Ryan, il y avait eu Calvin Ridley qui s'était libéré. Comme tu disais, il n'y avait aucun demi de sûreté. Il avait complètement brûlé le demi-coin. Puis la passe était trop longue de Matt Ryan. C'est arrivé à 2 reprises. Puis là, en fin de rencontre comme ça, il revient avec le même genre de couverture. Puis Matt Ryan a vu ça, il a changé le jeu, touché de 54 verges de Julio Jones. Vraiment, Jim Schwartz, il a vraiment la tête dure. Puis, il me semble qu'on n'a pas les demi-défensifs aussi pour jouer ce style-là du côté de la défense des Eagles. Non, vraiment pas. C'est de mal reconnaître ses atouts puis de prendre des chances qui n'ont pas besoin d'être prises. Tu as l'avance, c'est juste un toucher un toucher ou des gros jets qui vont vraiment te faire mal. Là. Donc, tu aurais pu être agressif sans miser le tout pour le tout puis aller all-in puis de se faire battre comme ça contre un Julio Jones qui est un des, pour moi, le meilleur receveur dans la ligue. Là. Tu dois faire en sorte que si on te bat, mais c'est pas de cette manière-là qu'on te bat. Là. Laisse quelqu'un d'autre te battre. Donc, pour moi, un gros manque de sa part. Puis moi, si j'étais le coach en chef, j'aurais une bonne rencontre avec mon coordinateur défensif là, le lendemain là, pour vraiment ajuster là, à quel moment il décide d'être agressif puis sa manière de s'y prendre là, sans le faire sortir de son système et de comment il veut jouer. Là, mais on doit être tous sur la même page là, pour prendre les risques aux bonnes places. Oui, puis on en parlait tout à l'heure avec Anthony, comment les choses changent rapidement au football professionnel. Puis là, les Eagles, tout allait bien. Après leur victoire contre les Redskins lors de la première semaine d'activité, on se disait, mais ça y est, les Eagles sont de retour comme en 2017 avec Carson Wentz. Ils sont des aspirants au Super Bowl. Mais là, hier, il y a plusieurs joueurs qui sont tombés au combat. Alshon Jeffrey n'était pas là. Il s'est blessé lors de la séance d'échauffement. L'ailier rapproché Dallas Goedert n'a presque pas joué la rencontre. C'est la même chose pour DeSean Jackson. Il a joué peut-être 2-3 jeux, ennuyé par une blessure à l'aine. Comme je disais tout à l'heure, Wentz a quitté momentanément la rencontre, victime d'un coup à la tête. Finalement, il est revenu. Mais là, les Eagles, soudainement, là, on est vraiment très amochés du côté de l'attaque. Ouais, puis tu sais, premier match contre les Redskins, est-ce que c'est vraiment un adversaire de haut niveau? Donc, c'est un match que d'après moi, il aurait dû remporter. De perdre tous ces éléments-là, puis de quand même arriver à une fin de match, puis de se donner une chance de remporter ce match, c'est au mérite des Eagles. C'est ça, je me dis, du côté des Falcons, qu'on peut vraiment être content. Oui, on est soulagé, on a gagné le match, mais il manquait tellement d'éléments importants du côté de Philadelphie. Mais malgré tout, les Eagles auraient pu, puis même ils auraient dû gagner ce match-là. Exact. Puis si Hurts, il court son tracé 2 verges plus profondément avant de mettre les breaks. Ça, Danny, je voulais te parler de ça. OK, tu as joué à la position de receveur. Comment est-ce possible
OK, tu sais exactement où est le premier essai. Exactement. Puis là, il te manque une verge sur ton tracé de passe. Comment t'expliques ça? C'est le péché capital. Tu prends pas la peine de prendre 2 pas de plus puis de savoir exactement sont où le poteau du premier essai. Tu peux pas prendre la chance d'attraper cette passe-là puis d'arriver à court. Il faut que tu prennes 2 pas de plus. Puis peut-être que lui, dans sa tête, il disait, mais tu sais, moi, je suis 6 pieds 3, 4, 250 livres. Donc, même si j'arrive au poteau, ben, je vais pas me faire frapper pour aller par en arrière. Je vais tomber par en avant pour le premier essai. Puis, non, c'est ça qui est arrivé. Bon plaqué. Ouais, de Isaiah Oliver. Bon super plaqué d'un bonhomme plus petit, mais qui a réussi à utiliser de la bonne technique pour faire en sorte que Hurts tombe du côté négatif de la ligne de premier essai pour sécuriser cette victoire. Là, mais c'est définitivement un manque d'exécution offensif. Là. Je suis sûr que je ne sais pas s'il l'a su quand c'est arrivé, mais je suis sûr dans la séance vidéo, là, son coach de tight end ou son coach de receveur vont dire c'est un pas, c'est 2 pas de plus, ça ne change pas le timing. C'est un joueur étoile, on parle de Zach Ertz. Exactement, dans ces moments-là. Des fois, c'est dans la situation. Il était en hurry-up offense en situation de 2 minutes. Fait que tu te dépêches un peu. Puis, des fois, les demi-défensifs font un bon travail de jouer les sticks, comme on dit, de jouer. Fait que pour pas nuire à son coussin, mais t'arrêtes un peu plus tôt, mais tu sais que si tu arrêtes plus tôt et tu n'as pas le premier essai, ben, tu as tout fait ça pour rien. Là. Donc, un manque de leur part là, de l'opportunité que Atlanta leur avait donnée de se rendre jusque-là, là, pas capable de défendre une grosse partie de terrain là, en prevent defense. Ouais, c'est comme été 2 erreurs. Cette erreur-là de la part de Zach Ertz, puis l'erreur de Jim Schwartz, le coordinateur de la défense, avec son choix de couverture. Alors, on verra si les Eagles pourront se remettre de cette défaite. Maintenant, il y avait 2 rivaux de la section nord du côté de la nationale qui s'affrontaient à Green Bay. Les Packers ont défait les Vikings par la marque de 21-16. Donc, l'attaque des Packers qui a beaucoup mieux paru que lors de la première semaine d'activité à Chicago. Mais écoute, moi, ce que j'ai retenu, puis je ne veux pas y aller là, avec nécessairement quelque chose de négatif, mais Kirk Cousins. Lors de la première semaine d'activité, il a tenté seulement 10 passes. Bon, tant mieux. Le jeu au sol avait fonctionné à plein régime face aux Falcons. Dalvin Cook a encore une fois été sensationnel en passant contre les Packers, avec un touché de plus de 70 verges. Mais Cousins, à chaque fois qu'on a besoin de lui, puis ça, c'était la même chose à Washington. Dans les moments importants, il ne livre pas la marchandise. Les Vikings se sont présentés profondément dans le territoire des Packers avec la chance de prendre l'avance. Et Cousins a lancé une des pires interceptions que j'ai vues depuis le début de la saison dans le coin de la zone début. Je me dis, comment il peut faire ça encore à ce statut de sa carrière? Ouais, puis tu sais, des fois, c'est peut-être nous, les auditeurs ou les gens qui regardent, puis les coachs qui s'attendent à un résultat différent de la même personne. Ouais. C'est ça, pas changer. C'est ça la définition de la folie. Tu vois les mêmes choses qui arrivent, puis tu t'attends à un différent résultat, mais c'est ça qui monte depuis le début, c'est ça qui est dans les séries, dans les matchs importants, dans les situations clés. Malheureusement, ça n'a pas été la personne qui est capable de trouver la concentration puis le playmaking ability pour faire le jeu clé au moment opportun. Puis il fait 28 ou 30 millions garantis pour les prochaines années à cause que c'est ça que le marché demande, mais je peux pas croire que ces gens-là doivent sentir qu'ils n'ont pas un bon retour sur l'investissement là, sur un Kirk Cousins. Oui, ben c'est pour ça que Mike Zimmer, il tente de miser sur le jeu au sol. C'est ça qu'il voulait là, durant la saison morte, même l'année dernière. Le problème, son coordinateur à l'attaque ne l'écoutait pas l'année dernière. Puis bon, Dalvin Cook a connu un autre bon match, mais Kirk Cousins, ça va être encore une fois surveillé. Ses performances lors des matchs importants, lors des situations critiques, failli à la tâche, ne livre pas la marchandise. Maintenant, bon, les Bengals de Cincinnati se sont inclinés 41-17 face aux 49ers de San Francisco. Bon, les Niners avaient gagné lors de la première semaine d'activité contre les Bucs. C'était grâce à leur unité défensive qui avait réussi 2 interceptions retournées pour des touchés. Mais là, Jimmy Garoppolo a connu un fort match, 297 verges, 3 passes de toucher. C'est vraiment une performance encourageante de la part du carrière des Niners, qui en avait arraché lors des matchs préparatoires. C'est une qui avait raté la majorité de la dernière saison en raison d'une blessure à un genou. Exactement. Des fois, ça peut prendre un peu de temps de regagner le confort et la confiance en tes habiletés et ton genou quand tu as une blessure aussi sévère. Donc, de manquer une semaine, d'avoir un peu de problème dans les matchs préparatoires. Mais on a senti un Garoppolo qui était en contrôle, qui était capable de faire des jeux profonds, puis une performance comme il se doit de performer pour le statut qu'il a en termes de dans l'équipe et en termes de qu'est-ce qu'il fait comme salaire. Donc, c'est des signes très encourageants là, pour San Francisco d'être capable de commencer 2 victoires, 0 défaites après un peu une sous-performance la première semaine, puis bien se positionner là, pour la suite des choses là, dans leur division. Oui, 2 victoires, aucune défaite, les Niners. Et le jeu au sol, j'ai parlé de la performance de Garoppolo, mais les Niners ont gagné 259 verges par la course.
Alors ça allège la charge de travail, ça simplifie les choses, ça simplifie les choix de jeu également pour Kyle Shanahan. Maintenant, à Détroit, les Lions, ils ont été en mesure de décrocher une première victoire cette saison par la marque de 13-10 contre les Chargers de Los Angeles. Ce que j'ai retenu de cette rencontre-là, moi, Danny, c'est que les Chargers auraient pu prendre l'avance, OK? Ils auraient pu prendre l'avance 17-6, mais on a été victime de on a marqué 2 touchés, OK? Mais les 2 ont été annulés en raison de pénalités. Et après la deuxième pénalité, on a été victime d'un échappé qui a été recouvré par les Lions. Puis après ça, finalement, les Lions ont été en mesure de gagner. Ça, on aurait pu prendre l'avance 17-6, c'est ce que j'essaie de dire. Alors toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là? Ben, c'est la performance des Chargers. C'est une équipe tout à fait différente sans Gordon. J'ai l'impression qu'il souffre un peu de son absence. Puis avec lui, ils sont un peu unidimensionnels. Puis ils sont pas capables de faire assez de jeux pour être capables d'être efficaces. C'était une belle bataille défensive. Là, mais je sens que, comme tu dis, là, il aurait dû être la meilleure équipe sur le terrain puis sortir de là avec une victoire. Puis peut-être qu'un Gordon aurait pu être la personne à faire la différence là, dans ce match-là. Alors, on va y aller un peu plus rapidement avec les matchs qui nous restent. Les Colts ont défait les Titans du Tennessee par la marque de 19-17. Adam Vinatieri, le botteur des Colts, je me demande si ça sent pas la fin. Depuis le début de la saison, il est 1-3 en tentative de placement et 1-5 pour les convertis d'après toucher. Wow. Et il semblait être embarrassé par sa performance. Après la rencontre, il a d'ailleurs dit à un journaliste qu'il allait lui parler lundi, qui est aujourd'hui. Le journaliste lui a dit « Ben non, tu n'es pas supposé parler aux médias. » Il dit « Non, on va se parler demain. » Alors, est-ce qu'il songe à la retraite? Alors ça, c'est une chose à surveiller. On sait qu'Andrew Luck a déjà pris sa retraite. Oh my God. Là, Adam Vinatieri, avec ses 5 bagues du Super Bowl, pourrait se retirer, mais il est âgé de 46 ans là, quand même. Ben oui, tu le sais comme moi, là, dans le sport professionnel, dans le football, tout le monde a sa date d'expiration. Donc, tout le monde va arriver à un moment où est-ce que ce soit par performance, que ce soit par la compétition à ta position ou les efforts de l'organisation de rajeunir ou de payer moins cher, tu dois passer à d'autres choses. Puis de son côté, le fait que la performance n'est pas là pour quelqu'un qui a été habitué d'être si performant puis de maintenir sa performance à un si haut niveau puis d'être aussi fiable, d'après moi, c'est pas quelqu'un qui va supporter de ne pas performer puis de continuer à jouer là, pour ternir un peu les belles choses qu'il a accomplies dans le passé. Oui, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver, mais en tout cas, on va voir du côté des Colts, on a dit qu'on allait tenter de le convaincre de rester. Et du côté des Titans, c'est une défaite après une victoire lors de la première semaine d'activité, mais Marcus Mariota qui tente jamais de longs passes. Il a été 1-10 en situation de 3e essai. En tout cas, c'est une année de vérité pour lui, tout comme pour Jameis Winston avec les Bucs, mais ça a vraiment laissé à désirer sa performance. Les Patriots, on peut en parler rapidement. Ils ont écrasé les Dolphins de Miami 43-0. Antonio Brown a inscrit son premier touché dans l'uniforme des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre? S'il y a quelque chose à retenir? Je pense que les Patriots sont encore l'équipe qu'on sait qu'ils sont capables d'être, puis Miami ne sont pas encore prêts à faire un saut vers le haut, d'être une équipe qui va compétitionner pour cette division-là. Encore une fois, New England trouve des moyens d'être bon, puis je pense que la chose la plus impressionnante du côté de New England, c'est vraiment leur défensive. C'est une des très, très, très bonnes défensives qu'on a vues dans le passé. Puis autant on parle de Tom Brady et de tout ce qui se passe du côté offensif, là, mais c'est une des très bonnes. Je pense que j'ai noté là, 7 sacs du corps. 4 interceptions, 2 touchdowns. C'était pas un match qui était perdu d'avance. Je pense qu'au début du match, c'était peut-être 13-0, puis finalement, ça finit 43-0. Donc, la défensive joue du football de très haut niveau. Puis, Antonio Brown, là, qui semble être tout feu, tout flamme, et doit certainement rire de tout ce qui se passe à Pittsburgh. Puis, sentir... Les Patriots vont peut-être finir avec une fiche parfaite en saison régulière. Pendant ce temps-là, rien ne va plus du côté des Steelers avec la blessure à Ben Roethlisberger. En tout cas, je ne sais pas pourquoi les Dolphins s'entêtent de faire jouer Ryan Fitzpatrick, victime de 2 interceptions retournées pour des touchés. Pourquoi on n'envoie pas Josh Rosen dans la mêlée? Mais peu importe. Écoute, je pense que clairement, la direction d'équipe veut décrocher le premier choix du repêchage. Alors, la meilleure solution, c'est de laisser Ryan Fitzpatrick sur le terrain. Tout à fait. Les Giants se sont inclinés par la marque de 28-14 face aux Bills de Buffalo. Donc, les Bills qui sont invaincus au MetLife Stadium. La semaine dernière, ils ont vaincu les Jets. Cette semaine, ça a été les Giants de New York. Alors, victoire 28-14 par Buffalo. Alors, écoute, les Bills...
sur une équipe solide. Josh Allen a été en mesure d'éviter les revirements. Du côté des Giants, on n'a pas d'équipe. Le pauvre Saquon Barkley, lui a encore fait ce qu'il avait à faire, mais on n'a pas de club. Là. Le pauvre, il a besoin d'aide. Il n'y a pas beaucoup d'aide de Eli Manning. Il faut dire que le staff de receveurs non plus, il n'est pas super bon. Est-ce que les tight ends sont assez pour amener du support offensif? Clairement, non. Donc, ça va être très difficile pour les Giants. Là. Peut-être une équipe qui va compétitionner avec Miami là, pour ce premier choix. Oui, c'est parti pour ça. Mais c'est très difficile avec cette équipe. Puis, une belle performance quand même de la défensive de Buffalo. Puis, pour moi, la question qu'on peut commencer à poser, c'est est-ce que Buffalo is for real? Est-ce que c'est une équipe qui va faire du galon, qui va devenir une équipe qui est un peu dans l'obscur, là, pas une équipe peut-être se battre pour une des dernières places en qui peut compétitionner pour un match de série. Ouais, ça dépend de Josh Allen. S'il peut éviter les revirements comme il l'a fait, ça va vraiment aider les Bills de Buffalo. Les Cowboys de Dallas, ils ont facilement vaincu les Redskins de Washington. Marque finale a été de 31-21. Écoute, là, les Cowboys qui semblaient être une équipe complète, 269 verges par la passe pour Dak Prescott, 3 passes de toucher, 69 verges au sol. Il y a un bon équilibre également au niveau du choix de jeu du coordinateur à l'attaque, Kellen Moore. La défense qui est excellente. Tout ce que je questionne, c'est le niveau de compétition du côté des Cowboys. On a vécu les Giants lors de la première semaine d'activité. Là, les Redskins ont fait ce qu'on a à faire. Lorsqu'on affronte de mauvaises équipes, il faut les écraser. C'est ce que Dallas fait jusqu'à présent. Tout à fait. C'est 2 victoires, 0 défaites, 2 victoires dans la division. Tout le monde se sent très bien. Ça a été relativement facile pour Dak Prescott puis l'unité offensive et l'unité défensive aussi, mais contre des adversaires que c'est pas ces gens-là qu'on va voir en série, c'est pas ces gens-là qui vont nous permettre de se placer en série. Là. Donc, ça sera à eux de bien doser puis de bien relativiser qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines puis de pas penser que ça va être une saison de 16 victoires, 0 défaites à cause des 2 premiers adversaires. Là. Mais Dak Prescott joue du football très, très inspiré, 26 en 30, 3 touchés, il court la balle, il distribue le ballon aussi, qui est très beau à voir pour un carrière, donc il refuse d'être unidimensionnel. Puis, on notait plutôt aujourd'hui Michael Gallup qui va être absent de 2 à 4 semaines avec, c'est lui ça, un genou, avec une arthroscopie au méniscus. Donc, ça serait à voir est-ce qu'ils vont souffrir un peu de cette perte-là, mais vu qu'il distribue bien le ballon, puis même Jason Witten qui semble être refusé, il marque un autre touché, il trouve le moyen. Là, il va en marquer 16. Il trouve moyen de rester performant, puis il l'utilise des bonnes moyens près de la zone début avec des petits jeux, là, mais il reste performant, puis il doit avoir une bonne présence dans le vestiaire, puis dans le caucus aussi, cette personne-là. Là, donc, les choses ont l'air de très bien aller là, pour les Cowboys présentement. Oui, il y a un joueur qui est méconnu du côté des Cowboys, selon moi, qui va être à surveiller au cours des prochaines semaines, d'autant plus que là, Michael Gallup va être absent. Il s'agit du receveur de passe Devin Smith. Devin Smith, c'est un ancien d'Ohio State. Il avait été repêché par les Jets de New York. C'est un joueur qui est très rapide. Il faisait partie de l'équipe d'athlétisme des Buckeyes. Joueur très explosif. Écoute, il avait une moyenne de 22 verges par réception, si je me souviens bien, sa dernière année à Ohio State. Donc, c'est un joueur clairement là, qui est une menace verticale. Hier, il a réussi un long jeu pour les Cowboys. C'est ça, exactement. Donc, ce gars-là, écoute, il était talentueux. Le problème, ça a été les blessures. Il s'est blessé au genou avec les Jets à plusieurs reprises. Mais là, il semble être en santé. Écoute, lorsque je l'ai vu, c'est comme, est-ce que c'est le même Devin Smith qui jouait avec les Buckeyes il y a quelques années? C'est lui, il est de retour. Donc, il pourrait avoir un impact pour les Cowboys. Parce que c'est un joueur qui est très rapide, très explosif en tant que menace verticale. Il y a un rôle pour lui au sein de l'attaque de Dallas. Comme tu l'as dit, Dak Prescott qui distribue bien le ballon. Il y a des receveurs qui ont des styles différents. Alors, Devin Smith pourrait avoir sa place du côté de l'attaque des Cowboys. On parle de tout ça, puis on mentionne à peine Zeke. Zeke, ouais, puis qui est là, qui fait son match, il a eu quoi, 100 verges au sol. Un match à 100 verges. Marqué un touché. Non, les Cowboys sont une machine bien huilée. Oui, exactement, bien rodée. Maintenant, les Ravens de Baltimore ont défait les Cardinals de l'Arizona par la marque de 23-17. Il faut parler de Lamar Jackson, Lamar the Star. Écoute, là, c'est incroyable. 272 verges par la passe, 120 verges au sol. Puis, je ne sais pas si tu as vu la passe qu'il a complétée à Hollywood Brown. Oui.
le long des lignes de côté. C'était quoi, en 3e et 11, c'était bon pour une réception de 41 verges. Oui. Il a enfilé les Gray. Écoute, la passe, c'est la plus belle passe, en tout cas, moi, j'ai vu hier là, des rencontres. C'est du football de très haut niveau. C'est facile de compléter des passes, mais d'être précis dans des jeux où est-ce qu'il y a des espaces très restreints là, pour fitter le ballon. Là, il n'y avait vraiment pas d'espace. Il faut être parfait dans cette situation-là. Puis, c'est pas des passes les plus difficiles à compléter. Tu as joué à la position de receveur de passe. Tout à fait. Puis c'est pas des passes où il y a un corridor ouvert, un tracé en crochet, puis tu lances la passe, là, mais il faut que tu passes par-dessus quelqu'un. Ça prend une touche, ça prend la bonne force pour gérer la vitesse du receveur, puis de mettre tout ça ensemble. Puis ça fait 2 matchs de suite là, qui nous montrent ça. Là, puis de partir de qu'est-ce qui était à la fin de la saison dernière à qu'est-ce qui est présentement dans les 2 premières semaines d'activité de la NFL, là, c'est tout à son mérite. Puis, ça démontre qu'il est travaillant. Là, très travaillant. Pour s'être amélioré de la sorte. Encore une fois, c'est un peu comme les Cowboys. Là, c'était contre les Dolphins cette semaine, c'était contre les Cardinals d'Arizona. Bon, il faut faire attention, mais il est clairement amélioré en tant que passeur comparativement à ce qu'on avait vu lors des matchs éliminatoires et à la fin de la dernière saison. Tout à fait. Puis c'est à se demander est-ce qu'il va être capable de maintenir ce rythme-là, mais il semble avoir une super cohésion avec Hollywood Brown, puis ça, c'est toujours bon. Puis ils sont bien supportés par la course avec Ingram, là, donc... il est rapproché Andrews également. Tout à fait. Ouais. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses en place. Puis je note, Kyler Murray, pour une recrue que je n'étais pas tant certain, point de vue de la passe, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Ça fait 2 matchs de plus de 300 verges. Donc, il semble être capable de... La seule chose, c'est... On concède des grosses avances. Parce qu'il est dans le garbage time, comme on dit, qu'on est en mesure de revenir. Tout à fait. Mais il y a un talent de passeur, ça c'est indéniable. Tu vois, certaines de ses passes, à force de son bras, la précision. Mais c'est plus l'équipe autour de lui. Là, tout à fait. Parce que Fitzgerald, puis oui, Kirk, ça aide, mais Fitzgerald, c'est bientôt fini, ça. Puis Johnson, on ne sait pas trop sa santé puis sa longévité. Donc, il va certainement avoir besoin d'aide là, pour être capable. Puis la ligne offensive, là, il va certainement avoir besoin d'aide là, pour être capable de performant dans le futur. Alors, 2 performances de 300 verges pour commencer une carrière quand même du côté de Kyler Murray. Maintenant, les Texans de Houston ont défait les Jaguars de Jacksonville par la marque de 13-12. Bon, ça n'a pas été un grand match de football. Doug Marrone, qui a perdu son pari, a décidé d'y aller pour un converti de 2 points, a décidé d'y aller pour la victoire vers la fin du 4e quart. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème, par contre, avec le choix de jeu. Donc, toi, est-ce que tu as un problème avec la décision de Doug Marrone ou avec le choix de jeu? Tu es allé d'une course en plein centre avec Leonard Fournette qui n'avait absolument rien fait. Le jeu au sol n'avait pas fonctionné. Alors que Gardner Minshew, lui, il était en feu durant cette séquence-là. C'est lui qui leur a permis de se rendre à la porte de la zone début, non seulement avec son bras, mais avec ses jambes également. Oui, c'est difficile. C'est ce genre de décision-là que tu es un héros quand ça marche, puis tu es le pire coach de l'industrie là, quand ça marche pas. Là. Mais comme tu dis, on aurait aimé ça voir de la créativité ou quelque chose d'un peu différent que le jeu traditionnel, qui est vraiment simple et que faut que tes 5 bloqueurs de la ligne offensive soient capables de créer de l'espace pour mettre à en plus, on était près du côté du Houston. Je ne sais pas si tu as vu, là, la boîte était remplie là, du côté de la défense. On s'attendait à une course. Oui, donc c'est ça. C'est dommage, dommage de voir ça, mais on aime l'agressivité, mais moi, ma nature aurait été d'y aller en prolongation puis d'essayer de miser pour te donner une autre chance là, plus tard dans le match. Là, mais c'est comme je te dis, là, c'est you damn if you do, puis t'es le héros, puis t'es le vilain là, si ça marche pas. Là. Ouais, non, moi, c'est vraiment le choix de jeu. J'aurais aimé que Gardner Minshew ait le ballon entre ses mains. Il jouait vraiment bien lors du 4e quart. Alors, il nous reste 2 rencontres. Bon, les Chiefs de Kansas City qui ont défait les Raiders d'Oakland 28-10. Les Raiders avaient pris l'avance 10-0. L'attaque des Chiefs et Pat Mahomes se sont mis en marche. Les 4 touchés qu'on a inscrits, là, ça a été des bombes. Oui. Ça a été des longs jeux. Oui, puis c'est dur à expliquer que une équipe pendant 15 minutes de football sont capables de faire qu'est-ce qu'ils veulent, puis de la même manière dans les zones profondes, puis on est incapable de les arrêter, faire un ajustement qui est, que ce soit mettre 10 joueurs défensifs en profondément dans les zones profondes, mais il n'y avait rien à faire, il était capable d'y aller, puis ça a été tellement rapidement de passer de 10-0 à 28-10 là, le temps de ça, puis après ça, c'était impossible pour les Raiders de revenir dans ce match-là, là, donc ça nous montre la force d'attaque des Chiefs, puis Pat Mahomes, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis Robinson
Dillon, qui n'était pas un receveur qui avait montré des super éclats dans les dernières semaines, dans les dernières saisons, puis le premier match de la saison, puis un match de 176 verges, 2 touchdowns. Ah ouais, la semaine dernière, c'était Sammy Watkins. Exact. Cette semaine, ça a été de Marcus Robinson. Tout ça, c'est sans Tyreek Hill en plus. Hein? En plus, exact. Donc, tu sais, c'est une équipe qui semble être en repris où est-ce qu'il avait laissé l'année dernière. Puis les pauvres Oakland Raiders, Carr, il est average. Maintenant, ils ont plus Khalil Mack, ils ont plus Brown. Qu'est-ce qui reste là-bas là, pour leur permettre là, de se défendre? Le Josh Jacobs, il va être bon, je pense, comme porteur de ballon. Ouais. Là, mais Carr a besoin d'être mieux. Il a besoin d'être mieux supporté. Bon, on n'est pas rendu là encore pour rivaliser avec les Chiefs. Ils sont pas avec les Chiefs, des mais 4 meilleures équipes général, de la NFL. Oui. Ça avait bien été contre les Broncos. Mais là, on a vu qu'on a amélioré le talent à certaines positions du côté des Raiders, mais on n'est pas encore rendu là, au niveau des Chiefs. Encore là. Il y a combien d'équipes qui peuvent rivaliser réellement avec la puissante attaque de Kansas City? Alors, la dernière rencontre dont on n'a pas parlé, mettait aux prises les Bears de Chicago Broncos à Denver. Et ça a été une victoire des Bears sur la marque de 16-14, mais ça a probablement été la fin de match la plus folle des matchs qui ont été présentés hier. Alors, on a Vic Fangio, le coordinateur ou l'entraîneur-chef des Broncos, qui a décidé d'y aller de convertir de 2 points. Et il l'a réussi. Mais le problème, c'est qu'il restait du temps au cadran. Exact. On a converti un 4e et 15 du côté des Bears et le botteur Eddie Pinheiro a réussi un placement victorieux de 53 verges. Alors, les Bears qui ont un dossier d'une victoire et un revers, 0-2 pour les Broncos. Mais encore une fois, l'attaque de Chicago, en particulier Mitchell Trubisky, on l'a vu face aux Packers, comment il en a arraché. Ses chiffres, Danny, 16 en 27, 120 verges, 4,4 verges par passe complétée. Il n'y a pas d'amélioration dans son cas. Non, c'est pas mal minable là, dans la NFL, là, 120 verges là, pour un carrière qui a été aussi haut repêché. Je pense que c'était un choix 3e au total. Repêché avant Deshaun Watson, repêché avant Pat Mahomes. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui a un rôle aussi important, là, puis ce genre de production-là... repêché avant Lamar Jackson. Wow! Donc, avec tout ce que tu dis, là, donc ça ajoute à quel point c'est pas assez, tu sais, 120 verges, là, c'est vraiment en dessous de ce qui est nécessaire là, pour qu'une attaque soit capable d'être efficace. Là, puis Joe Flacco qui est par moment mauvais, par moment bon. Là, 50 passes tentées avec Flacco. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup misé sur Flacco. Il pourrait miser un peu plus sur Lindsay, je pense, qui est aux Broncos, là, qui est un porteur de ballon très, très possible. Mais tu sais, presque 300 verges, 70% d'efficacité. Donc, si tu vas lancer 50 fois le ballon, puis tu lances à 70%, c'est assez pour gagner. Mais encore une fois, tout s'est joué là, au 4e quart là, avec Denver fait une remontée de fou là, pour faire des points. Puis pour perdre ce match-là, une manière crève-cœur, un botté de 53 verges pour perdre ce match-là. C'est, d'après moi, là, Chicago doit sentir qu'ils en ont volé une. Là. Ouais, non, définitivement, on a volé la rencontre du côté des Bears, mais peu importe, on a un dossier maintenant égal à Chicago. Alors, comme je disais, les Broncos, eux, qui n'ont aucune victoire et 2 défaites. Ben, écoute, Danny, on a fait le tour. Le tour de la Ligue canadienne. Un gros tour. C'est ça, on avait du pain sur la planche. Alors, on peut dire mission accomplie. Alors, écoutez, j'espère que cet épisode du podcast de Sac du Cœur vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.